Bonjour à Amel Debay. Merci d'avoir Mm. accepté cette interview. Bonjour, merci à vous. Vous êtes journaliste indépendante, un esprit libre et critique qui rédige avec sa plume des articles impertinents, tel le nom de votre journal en ligne, l'impertinentmedia.com. Amel, pourquoi ce journal, l'impertinent, et surtout pourquoi maintenant? Alors en fait, j'ai fondé l'Impertinent il y a 2 ans tout pile, parce que c'était le 13 avril 2020. Pardon. Et en fait, c'était parce qu'on était en plein confinement, enfin semi-confinement en Suisse. Et puis j'avais le sentiment que les journalistes, enfin, que mes collègues faisaient plus leur travail. Ils suivaient simplement enfin, ils s'étaient mués en porte-parole du gouvernement, et puis il n'y avait plus aucun esprit critique, il n'y avait plus aucune recherche de vérité, d'information, comment dire, de représentation de ce quatrième pouvoir qu'on est censé incarner. Donc je me suis dit simplement que enfin, je devenais folle à tourner en rond dans mon appartement, et puis j'avais envie de faire quelque chose. Et comme l'idée de lancer un site, mon propre média, euh, m'avait traversé l'esprit plusieurs fois, je me suis dit que c'était le moment ou jamais en fait. Donc un désir. Oui, et puis j'avais réalisé l'interview de l'anthropologue Jean-Dominique Michel, que je trouvais, qui lui allait à contre-courant justement de tout ce qu'on entendait à ce moment-là. Et j'avais souhaité, parce que je collaborais avec Bon pour la tête à ce moment-là, et puis je leur ai proposé cette interview, qu'ils ont refusé. Et comme je voulais absolument que cette interview soit publiée, du coup, j'en ai profité pour lancer l'impertinent en même temps. Oui, alors Voilà. je comprends votre démarche, c'est intéressant. Et vous avez exercé en tant que journaliste aussi pour la presse traditionnelle, disons comme ça. Pourriez-vous Mhm. nous parler un peu de votre parcours professionnel ou de vos Oui, formations? alors j'ai fait mon gymnase en Suisse, et puis je suis partie vivre à Paris. Je n'avais pas de diplôme, en fait, j'ai pas de diplôme de journalisme. Et puis je suis parvenue à trouver des stages par-ci par-là, qui sont ensuite changés en contrat. Donc j'ai travaillé pour Jean-Marc Morandini, Lagardère en France, et puis qui sont assez mainstream, disons. Et quand je suis rentrée en Suisse, grâce à mon CV, j'ai pu enchaîner avec des postes en Suisse pour le 20 minutes, la télé, Vigous, le Nouvelliste, Bon pour la tête. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Non, je crois que c'est tout. Ah, puis Watson dernièrement, le portail qui s'est installé en Suisse romande l'année dernière. Quelle est votre définition du journalisme indépendant, Amel? Quelles sont les forces et les faiblesses du journalisme indépendant par rapport aux autres formes de journalisme? Je trouve que dans beaucoup de médias traditionnels, enfin, qui ne sont pas indépendants, qui doivent répondre où la hiérarchie est plutôt verticale, et puis où il y a des actionnaires, un conseil d'administration, etc. En fait, finalement, les décisions qui sont prises ne sont pas prises pour le bien du journalisme. Finalement, c'est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui dirigent ces rédactions. Et on a plus cette essence, je trouve, journalistique, qui est avec ces valeurs journalistiques qui devraient être prépondérantes. Il s'agit de faire du clic, de faire plus de vidéos parce que les pubs sur les vidéos rapportent plus. Il s'agit enfin, il y a tout un tas comment dire, de règles à suivre qui ne sont pas là pour le journalisme, qui sont là pour le profit ou la pérennisation du titre, etc. Donc, et puis le plus important aussi, je trouve, c'est que par exemple, pour vous donner une anecdote, quand j'étais à Paris et qu'on travaillait pour Lagardère, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, qui était alors président, on avait interdiction de parler de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Donc, je trouve que le journalisme indépendant, la plus grande force, c'est d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir toucher à tous les sujets sans devoir répondre, euh, comment dire,
sans avoir eu besoin de faire allégeance d'un côté ou de l'autre à tel parti ou telle personnalité. Donc c'est surtout cette liberté en fait qui est... Et puis le mauvais côté forcément c'est la pérennisation financière. Enfin, c'est beaucoup plus précaire, hein. C'est clair que on s'aperçoit quand récemment en parlant du Covid, j'ai participé à un autre média, un autre site qui s'appelle Covid Hub. Et on se rendait compte, en fait, que les personnes, les mécènes qui souhaitaient, qui étaient d'accord pour nous aider à financer le projet, avaient leur propre façon de voir les choses. Et puis, à partir du moment où elles donnent de l'argent, elles estiment qu'elles ont le droit d'intervenir dans la ligne, et puis la ligne éditoriale, et puis les thèmes abordés, etc. Donc, à partir du moment où on nous donne de l'argent, c'est jamais grave, enfin, c'est jamais pour rien, disons. On le voit en France avec les médias qui sont un outil de pouvoir, en fait, des grandes entreprises, des grands groupes. Comme s'il y avait des concessions à faire. Oui, voilà. Je pense que c'est très difficile de rester indépendant, enfin de rester libre si on a des boulets aux pieds pour telle ou telle raison, quoi. Vous parliez avant de valeurs journalistiques. J'aimerais vous demander si êtes-vous investi en tant que journaliste indépendante d'une mission? Je pense que oui, ma mission, c'est d'essayer comment dire, de révéler des vérités, ou enfin, d'essayer d'exposer des éléments qui ne sont pas... Enfin, comme disait, je crois que c'était George Orwell, le journalisme, c'est publier des choses que personne ne veut voir publier, tout le reste, c'est la publicité. Donc, ouais, je pense que le rôle du journaliste, c'est aussi d'aller un peu déranger, d'aller mettre le doigt là où il se passe des trucs que personne n'a envie de voir sortir, mais pour le bien commun. Enfin, je trouve que dans beaucoup de médias mainstream, enfin, traditionnels, c'est plus vraiment le cas. Il y a énormément de gens enfin, beaucoup d'articles qui sont écrits pour des raisons différentes que l'intérêt public, en fait. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie d'éviter, disons. Merci. Et quels sont les obstacles inhérents à votre métier, par exemple en ce moment? Vous voulez dire inhérent au journalisme indépendant ou au journalisme en général? Indépendant. Oui. La première difficulté, c'est quand même le financement. Moi, je ne pourrais pas en vivre, hein, je suis au chômage jusqu'à la fin de l'année, là. Donc, je ne pourrais pas vivre de l'impertinent pour l'instant. Donc, c'est quand même assez précaire. Et puis, les obstacles. Bon, moi, je trouve que j'arrive à profiter J'ai une carte de presse, en fait, je suis journaliste RP, donc je suis inscrite au registre professionnel des journalistes, donc j'ai une certaine crédibilité lorsque je m'adresse à des interlocuteurs, que j'essaie de fouiller, poser des questions, notamment à l'État. Certains vérifient sur le registre professionnel des journalistes si ils doivent me répondre ou pas, en fait. Et parce que n'importe qui peut pas se prétendre journaliste et puis aller interroger les gens sans... Enfin, il y a peu de chances qu'ils obtiennent des réponses. Donc ça, il se trouve que ça peut être une difficulté, mais moi, j'ai réussi à la contourner parce que j'ai réussi à... Enfin, comme j'ai travaillé dans beaucoup de rédactions traditionnelles, j'ai quand même aussi un réseau. Donc quand je sors des infos ou des scoops ou des trucs comme ça a été le cas notamment il y a quelques semaines avec l'histoire de Cécile Amarel qui avait influencé sur l'audit indépendant d'un juge. Ça a été repris par tous les médias, le 19h30, le 24h, le temps, enfin, à peu près tout le monde, quoi, disons. Et c'est pas forcément le cas quand on n'a pas déjà un réseau, une crédibilité, ou voilà, les journalistes font quand même attention à ne pas reprendre n'importe qui, n'importe quoi. Donc ça peut être compliqué. Mais en l'occurrence, j'ai cette chance-là d'avoir... Mais ça vient des années de dur labeur, disons, pour essayer de s'installer.
Mais cette crédibilité est fragile. On peut la perdre facilement et puis à partir de là, ça laisse des traces et ça devient plus difficile de faire son travail. Je vais maintenant essayer de faire un lien avec cette crédibilité qui est quand même dure à gagner, à pouvoir la maintenir. Et permettez-moi d'amener ce thème qui m'intéresse en ce moment, celui de la censure aussi. Donc, crédibilité, information, vérité, censure, je pense qu'il y a des fins équilibres là-dedans à devoir maintenir. Et Mhm. on constate des phénomènes de plus en plus nombreux de censure qui se multiplient à plusieurs niveaux. Le 7 janvier 2021, la planète entière découvrait la censure des comptes Twitter, Facebook, YouTube du président des États-Unis, Trump. C'était une décision historique. Le 3 mars 2022, l'université Bicocca de Milan menace de suspendre le cours de littérature sur Dostoïevski, un auteur russe du professeur Paolo Nori. Le 8 mars 2022, donc c'est tout récent, l'annulation par l'Orchestre symphonique de Montréal du concert du jeune prodige Alexandre Malofev. Il devait interpréter le concerto pour piano de Prokofiev, fameux compositeur russe. Et 18 mars 2022, donc c'est tout récent, Alessandro Orsini, professeur associé de sociologie, directeur et fondateur de l'Observatoire de la sécurité internationale de l'Université Louis, a été menacé de suspension suite à sa participation à un talk show télévisé italien, durant lequel il a souligné les grandes responsabilités politiques de l'Union européenne dans la guerre en Ukraine. Et Wikipédia élimine la page du sociologue en question. Est-ce que selon vous, ces exemples sont comparables avec l'exemple de Poutine qui interdit l'utilisation du mot guerre en Russie? C'est-à-dire, est-ce que la censure est pareille partout? C'est assez grave, je trouve, les exemples que vous avez cités. Parce que si on se met à être en Occident, à avoir des pratiques comparables à celles d'un dictateur, c'est quand même, c'est quand même assez inquiétant. Et non, on aura l'occasion d'en parler, je crois, dans vos prochaines questions, mais on a basculé complètement dans quelque chose qui n'a plus plus grand-chose de rationnel avec cette histoire de guerre en Ukraine, de sanctions contre des Russes qui, en gros, n'ont rien à voir avec ils n'ont pas forcément des liens avec le pouvoir, comme c'est souvent argumenté par ceux qui sont partisans de cette censure. Et d'ailleurs, j'étais personnellement choquée récemment, car il y a eu un débat au Club suisse de la presse avec le rédacteur en chef de l'Illustré et deux autres journalistes, Eric Osli et Guy Mettan, qui, eux, sont pro-russes, enfin, sont connus pour être pro-russes. Et donc, je vous laisse imaginer l'ambiance pendant le débat. Mais ce rédacteur en chef de l'Illustré, justifiait la censure de Sputnik et Russia Today, en fait, en disant que c'était très bien que ces médias soient interdits, en fait, en Occident, enfin en France notamment. Donc voilà, quand on en arrive au point de se réjouir de la censure de médias qui sont censés quand même représenter une forme de liberté d'expression, de démocratie, c'est assez inquiétant. Oui. Et pensez-vous aujourd'hui que les personnes se retiennent de dire leurs pensées? C'est-à-dire, y a-t-il vraiment une majorité silencieuse? Ouais, je pense que beaucoup de gens se retiennent de s'exprimer. Pour moi, c'est comparable à la crise Covid, hein. On a vu des médecins qui n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient d'abord des traitements précoces notamment, ou des mesures prises, ou après des vaccins. Il y a une grande omerta, notamment dans le milieu médical. J'avais fait un article là-dessus d'ailleurs, sur l'omerta, la loi du silence dans le milieu médical. Donc, quelque part, oui, moi, je connais j'ai des collègues qui, en gros, quand ils exprimaient simplement une espèce d'esprit critique, comme ce professeur dont vous parliez, qui souligne aussi la responsabilité de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis
dans cette histoire, il se prend une volée de bois vert, tout de suite, il est complètement ostracisé, il est attaqué assez durement parce qu'on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'émotionnel totalement. Par contre, je ne suis pas sûre on puisse parler de majorité. Notamment pendant le Covid, il y a le psychanalyste et psychothérapeute Mathias Desmet avait expliqué que, en gros, c'est à peu près 30% de la population qui était totalement acquise à la cause gouvernementale, 40 autres pourcents s'interrogeaient, en fait, se posaient des questions, et les 30 autres pourcents, et on peut les appeler complotistes, tout ce que vous voulez, mais étaient farouchement opposés à ce gouvernement. Donc je ne pense pas que ce soit une majorité, mais ouais, il y a quand même un assez grand pourcentage. Après, je ne sais pas exactement, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de majorité. Maintenant, j'aimerais vous Parce que, poser... Oui, dites-moi. excusez-moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même un fort esprit grégaire chez l'être humain, et on a besoin de ce sentiment d'appartenance, de se dire qu'on pense la même chose que les autres. Enfin, faut être assez courageux quand même pour s'opposer à la vision dominante. Donc, je pense que la majorité de l'humanité n'est pas courageuse. Donc, c'est pour ça. Mais, au fond, ce psychanalyste, je pense l'avoir lu et entendu moi aussi. Il parle de cette tranche de la population, ce 30% un peu hypnotisé, et comment on arrive, n'est-ce pas, à hypnotiser une tranche de la population avec des arguments. Il parle de la peur aussi, il parle de la peur. Oui, tout à fait. C'est aussi des outils communs avec le Covid, encore une fois, c'est des outils qu'on utilise. Je me souviens que, bon, maintenant c'est plus trop le sujet, mais on a beaucoup parlé de menaces nucléaires, enfin, on a fait peur aux gens. Moi, je me souviens que j'ai quand même eu peur à un moment donné que Vladimir Poutine actionne la bombe nucléaire. Donc, on obtient effectivement l'acceptation des gens en utilisant ces outils, quoi. Ces déclencheurs émotionnels et psychologiques. Permettez-moi une question peut-être un peu plus philosophique. J'aimerais savoir votre point de vue, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que la liberté d'expression a-t-elle une durée de vie? Et quel est le rôle du journalisme selon vous dans ces nouvelles formes de censure et d'autocensure? Mais je pense que c'est assez comparable finalement, la liberté d'expression à l'humour. J'ai notamment interviewé Xavier Gors, qui est un dessinateur qui a récemment quitté, qui a démissionné du Monde, du journal Le Monde, parce que il avait fait un dessin qui n'avait pas plu et Le Monde avait présenté ses excuses. Donc il a trouvé ça complètement, enfin, pas possible, disons, et il a démissionné. Et puis il y a aussi le cas de Claudine Gabarbet, l'humoriste suisse qui a fini par arrêter ses sketchs parce que on l'avait accusée d'abord de transphobie et puis ensuite de racisme anti-asiatique. Donc, et je trouve, pour revenir à votre question, que Xavier Gors a dit quelque chose d'assez intelligent, c'est que l'humour, en fait, parle à l'intellect et non pas à l'émotionnel. Et disons que si on censure l'humour, c'est l'intellect qu'on censure. Et je trouve que c'est un peu pareil avec c'est le cas de la liberté d'expression, disons. C'est à partir du moment où on laisse l'émotionnel prendre le pas sur l'intellect, on nuit à la liberté d'expression, forcément, qui peut s'exprimer par l'humour ou par d'autres biais. Et puis la seconde partie de votre question, c'était sur le... Pardon Le journalisme, finalement, quelle serait sa responsabilité là-dedans? Et je pense donc au journaliste lui-même. Oui, oui. On l'a vu, désolé de revenir en permanence sur le Covid, mais pour moi, ça a été un moment assez marquant. Et puis, je trouve que c'est surtout une période qui disait énormément de notre société. Et puis, c'est assez fascinant sur le plan sociologique, cette histoire de Covid. Donc, on l'a vu pendant le Covid que les journalistes ont participé à cette peur, en fait, à ce traitement. Enfin, ils ont eu un traitement émotionnel
de, de tout ce qui se passait. Il n'y avait aucun recul, aucune remise en perspective, aucune réflexion. C'était, oh mon Dieu, on va tous mourir, vous allez tuer votre grand-mère si vous osez vous opposer à... Enfin, et puis le fait de tous les jours nous dire combien il y avait de morts, et puis quand il n'y avait pas assez de morts, de nous dire combien il y avait d'hospitalisation, et quand il n'y avait plus assez d'hospitalisation, nous dire combien il y avait de cas. Enfin, tout ça, c'est des mécanismes. Bon, je pense qu'on peut parler de genre de torture psychologique hein, dans ce genre de cas, d'asséner comme ça tous les jours la même chose aux gens pour les garder, les conserver dans un climat anxiogène à ce point. Enfin, je trouve que c'est très grave. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'ils refusent de faire le constat et le bilan de leur travail pendant cette crise. Et ça, je trouve ça scandaleux parce que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence n'importe quand. Et puis, si on ne décide pas de se poser les questions de ce qui a cloché dans notre traitement de l'information, ben, on n'apprend pas en fait. On ne tire pas de conséquences de nos actes. Et pardon. Je trouve qu'ils ont non seulement agi de cette manière-là, mais il y avait aussi, pour revenir sur le plan personnel du journaliste, je pense qu'ils ont eu peur, en fait. Beaucoup d'entre eux ont eu peur, simplement. C'est ce que j'expliquais aussi dans une enquête sur la RTS, d'ailleurs, pour expliquer pourquoi la RTS a été aussi, comment dire, docile et non journalistique pendant cette crise. Et puis, un des éléments, c'est que beaucoup de journalistes ont eu peur, en fait, pour eux-mêmes, pour leurs familles, etc. Et puis, ils sont mis dans une espèce de, comment dire, de Excusez-moi, ils ont position. eu peur pour leur emploi, vous dites? Non, non, ils ont eu peur pour leur famille, pour eux-mêmes. Mhm. Ils ont eu peur du virus, en Oui. fait. Ils ont eu peur de la maladie, parce qu'ils sont aussi des êtres humains comme les autres, malgré tout. Et donc, simplement, ils ont eu peur et puis ils se sont mis dans une espèce de statut d'urgence, quoi, en fait. Au tout début de la pandémie, ils étaient vraiment dans... Voilà, il fallait couvrir. J'avais fait notamment une interview d'Alexis Favre, qui est le producteur et présentateur d'Infrarouge, qui expliquait qu'au début, c'était la cellule de crise, en fait, ces émissions. Il fallait expliquer aux gens, répondre aux questions, est-ce qu'on va tous mourir? Oui, non, pourquoi? Enfin, donc, ils ont... Mais après, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps de réflexion, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être en cellule de crise, mais il y a aussi un temps pour faire son boulot, et puis voilà, pour reprendre, enfin, pour raison garder, quoi, disons. Et puis surtout un temps pour faire un bilan de nos erreurs. Et ça, c'est pas fait et je le vois pas arriver. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis que voilà, il n'y a pas de raison de machin. Donc bon, le prochain virus, à mon avis, ça se passera de la même manière. À moins que les gouvernants, eux, soient capables de faire ce bilan, cette remise en question. Mais Mais sinon, on est parti pour... la question est là, est-ce qu'on a vraiment envie de faire un bilan? Oui, bah ça... Ouais, en tout cas, les journalistes, j'ai pas l'impression. Enfin, je ne peux pas parler, les mettre tous dans le même panier. Il y en a certains qui, notamment, on a vu le Bild en Allemagne, qui a présenté ses excuses à la population. Ça, c'était encore l'année dernière, euh, pour le traitement de la crise. Il y a un autre journal aux Pays-Bas, je crois, ou je ne sais plus exactement où. Je crois que c'était aux Pays-Bas, qui a également présenté ses excuses à la population pour son traitement biaisé et anxiogène de la crise. Il y a un journaliste du Temps ici, en Suisse, qui avait fait un tweet pour dire, Michel Guillaume, je crois qu'il s'appelle, pour dire que oui, enfin, il trouvait scandaleux le fait qu'on ait simplement relayé les propos alarmistes de la task force en leur offrant en plus une tribune qui ne faisait pas partie de leur contrat, puisque la task force était là pour conseiller le Conseil fédéral et pas pour venir parler dans les médias et nous expliquer qu'il fallait garder le masque jusqu'à la fin de nos jours parce que tatati tatata. Donc, voilà, malgré certains électrons libres peut-être ou certaines exceptions qui confirment la règle, j'ai pas l'impression qu'ils fassent cette remise en question. Et puis on le voit avec l'Ukraine, je veux dire, c'est pas
la même chose, évidemment, parce que la situation est quand même un peu plus claire, semble un peu plus claire. On a quand même plus d'éléments. Une guerre, c'est quelque chose qu'on maîtrise davantage qu'un nouveau virus. Enfin, je veux dire, il y a quand même d'autres. C'est pas la même chose, mais on voit que cette émotion prend encore le pas sur la réflexion. Trop souvent, disons. D'où la nécessité de pouvoir communiquer et parler, dire les choses avec du recul, avec un peu de distance, mais pouvoir le faire, en fait, le faire enfin. Et je reviens sur votre journal, L'Impertinent, qui est aussi votre entreprise. Et pour continuer à exister, il doit être rentable. Quelles sont les principales sources de revenus? Permettez-moi cette question. De votre journal, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'offre de votre journal, ainsi que les conditions et les facteurs nécessaires pour pérenniser votre produit? Combien d'abonnés souhaitez-vous dans l'idéal? Alors, bon, il faut savoir que moi, j'ai un petit problème avec tout ce qui est administratif et puis gestion d'entreprise et tout le côté un peu chiant, entre guillemets, de la chose. Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de... Je me suis plus concentrée sur le contenu, on va dire. Mais je peux vous dire que mes principaux revenus viennent des abonnements. Il y a 2 types d'abonnements possibles. L'un annuel de 200 francs et l'autre mensuel de 9 francs. Et puis, j'ai aussi une espèce de... Alors, il n'y a pas de pub à proprement parler, il y a juste des espèces de bandeaux Google Ads que j'ai fini par mettre, mais qui rapportent pas grand-chose. Hein, vraiment, je crois que ça doit être de l'ordre de 100 francs 100 francs tous les 4 ou 5 mois. Donc, c'est pas comme ça que je pourrais en vivre. Mais là, actuellement, je suis à peu près à 450 abonnés. Et Combien? 450. Et je pense qu'autour des 600, ça pourrait déjà peut-être devenir viable, en fait. Génial, félicitations. Et Merci. en fait, 450 abonnés payants, mais je suis à 1700 abonnés, enfin ceux qui reçoivent la newsletter, qui ne sont pas payants, mais qui reçoivent la newsletter. et donc là, il y a un potentiel encore. Voilà, c'est ça. Faudrait convertir les abonnés, Voilà. en abonnés payants. Mais je suis tellement nulle pour ce genre de choses que... ouais, on verra. Un petit peu de marketing. Oui, c'est ça, il faudrait que je m'intéresse à tous ces trucs-là, mais en fait, j'ai pas le temps forcément de m'occuper de... Comme je suis toute seule à tout faire, Oui, c'est un métier, tout ça, la ben, promotion, etc. oui, voilà, puis il faut Donc, gérer le côté technique du site en plus. Et puis, je tiens quand même à ce que mon temps aille principalement dans les articles, en fait, dans le contenu, donc c'est quand même le plus important. Mais en fait, et puis c'est vrai que je m'aperçois que beaucoup de médias émergents, enfin, de nouveaux médias indépendants qui arrivent en ce moment ont anticipé en fait leur arrivée sur le marché, entre guillemets. Certains ont fait des crowdfunding à la base, des levées de fonds avant de se lancer. Et moi, je suis partie complètement, sans aucune préparation. En fait, je ne pensais pas du tout que l'impertinent allait devenir un vrai média. En fait, tout ce que je voulais, c'était publier cette interview là et ensuite faire mon travail selon mes critères. Mais je pensais pas du tout que ça allait. Cette interview, en fait, a fait 146 000 vues en quelques semaines. Donc, ça allait très, très vite. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, il faut peut-être quand même que je fasse les choses de façon professionnelle. est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez rappeler le titre de cet article? Oui, alors c'est une citation. Toutes les interviews sont titrées par des citations. Et celle-ci, c'était les décisions de nos dirigeants n'ont probablement fait que retarder l'agonie. Alors, ça démontre que l'information a un avenir. Ah oui, ça c'est clair. Et puis elle est plus que jamais nécessaire dans des périodes de crise ou de conflit ou d'errance. On ne sait pas trop à quel sens se vouer. Enfin, c'est absolument nécessaire. Donc, j'en suis persuadée.
Quel est le public cible de l'impertinent? Est-ce que vous avez remarqué un style de lecteur? Est-ce que vous faites du profilage de vos lecteurs? Ce sont qui vos lecteurs? Bah alors ça tombe de nouveau dans les choses qui m'intéressent moins, mais c'est dommage parce que enfin, je sais qu'il faut que je m'y mette parce que si je veux commencer à en faire une vraie entreprise, il va falloir que je m'y mette. Je sais qu'ils viennent j'ai Google Analytics quand même, je sais qu'ils viennent de francophonie en général, donc du Canada, de Belgique, de Suisse, de France. Et puis j'ai eu des lecteurs jusqu'en Amérique du Sud, enfin, un peu dans le monde entier, sur certains articles. Euh, Après, qui ils sont, j'ai l'impression que ce sont quand même des gens qui ont le temps de lire mes pavés, parce que c'est vrai que les articles sont assez longs, surtout les interviews. Et puis, notamment, cette première interview là, qui a fait 146 000 vues, elle a notamment été refusée par Bon pour la tête parce qu'elle était trop longue, elle fait à peu près 6 pages. Donc, mais c'est un format que j'estime important, surtout dans les entretiens, où je pense que c'est important que les gens aient le temps d'exprimer ce qu'ils ont à dire, parce que le but, c'est ça, qu'ils puissent avoir la parole. Donc, j'ai fait ce pari-là, et puis ça paye, les gens lisent, même si c'est très long, quoi. Heureusement, sur l'impertinent, il y a marqué le temps de lecture, hein. Donc ils savent, si ça prend 20 minutes, qu'il ne faut pas le lire pendant la pause clope, par exemple. Euh, donc voilà, je pense que ce sont quand même des gens qui aiment aller au fond des choses. C'est pas de l'actu qu'on mange, c'est pas du 20 minutes, quoi, disons. C'est Mhm. pas, c'est pas des news. C'est pas, et je fais parfois des infos, comme hier, j'ai publié cette information selon laquelle il y a une troisième plainte contre Cécile Amarel qui a été déposée. Oui. Euh, Ça, c'est de l'info brute ou simplement pour donner cette information-là. Mais c'est assez rare que je fasse ça. C'est plutôt des enquêtes qui prennent du temps, des interviews qui prennent du temps. Donc il faut du temps. Et puis, j'ai constaté, ça c'est surtout grâce aux commentaires en fait, sur le site, que les gens me semblent être assez. Alors je pense qu'il y a plus de personnes, comment dire, enfin il n'y a pas beaucoup de jeunes, je pense, moins de jeunes, mais il y en a quand même. Je sais que j'ai quelques potes qui sont abonnés. Euh, je sais qu'il y a quelques jeunes. Enfin, parfois je rencontre des gens qui connaissent en fait l'impertinent sans que. Enfin, je suis assez étonnée de voir en fait qu'il y a plus de gens que ce que je pensais qu'ils connaissaient. Euh, donc voilà, c'est un peu difficile à dire, mais je dirais plutôt des gens mûrs qui s'intéressent à aller dans le fond des choses, en fait, qui n'ont pas envie de survoler les infos. Donc, finalement, c'est un positionnement d'écriture et de journalisme qui nécessite le temps du journaliste, donc le vôtre, pour aller interviewer en profondeur, faire une enquête, une investigation, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça nécessite aussi le temps des autres, le temps de approfondir, de s'accorder pour se renseigner, pour se faire un avis. Et ça me fait un petit peu penser, dites-moi si je me trompe, parce que c'est vous la journaliste, à ce nouveau style, nouveau entre guillemets, style de journalisme, le slow journalisme. Mhm. Et Oui, c'est un peu du slow journalisme, effectivement. Oui. On prend plus de temps de faire les choses. C'est ce qui me gênait aussi dans les rédactions traditionnelles, c'est que voilà, et le matin, on arrive, on propose un sujet, le soir, il faut que l'article soit fait. Et parfois on peut pas parce qu'on n'a pas les bons interlocuteurs, ils sont pas disponibles, on n'a pas les infos qu'on veut, donc c'est extrêmement, enfin c'est un privilège de pouvoir prendre son temps dans le journalisme. Donc c'est effectivement ce que je fais. La chance que j'ai, Maëlle, c'est de pouvoir. alors ma prochaine question, est-ce que vous prenez le temps de faire de la promotion pour l'impertinent? Quels Bah sont ça vos... c'est de nouveau partie des talents qu'il va falloir que je travaille. Euh, j'ai
c'est surtout du bouche à oreille. Enfin, j'ai fait imprimer des cartes de visite, donc j'en distribue quand je peux. J'ai fait des autocollants aussi, mais j'ai appris que j'avais pas le droit de les coller sur les murs ou sur le matériel public dans la rue, donc c'est un peu, je sais pas trop où je vais les mettre. Puis c'est surtout les réseaux sociaux, je dirais. Ou alors quand je sors une info, ce que je fais, c'est que on a quelque chose sur la RTS, la première, la radio, il y a la revue de presse tous les matins. Et tous les jours, enfin, beaucoup de journalistes et beaucoup de gens en fait qui vont au boulot ou voilà, qui écoutent la radio le matin, écoutent cette revue de presse. Et puis disons que c'est un tour d'horizon des infos de quelques titres romans. Et donc, en gros, quand je sors une info, j'envoie j'envoie mon article à mes collègues, en fait. Ceux de la revue de presse ou de la TS, notamment, l'agence suisse de presse. Et puis ça permet, une fois qu'on est repris par certains, par la TS, etc., ça permet de faire tourner l'information. Et puis, c'est une des meilleures promotions qui soit. Même si ça porte pas forcément de... Ça offre une visibilité, disons. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut que je travaille sur, sur tout ça. Promotion et puis ouais, marketing, profilage. J'ai encore du boulot, disons. Écoutez, on arrive vers la fin de cette interview et j'aimerais vous poser encore une question importante qui concerne un peu plus l'avenir. Quel est d'après vous l'avenir du journalisme et particulièrement l'avenir du journalisme indépendant, ce fameux quatrième pouvoir? Je pense que le journalisme indépendant est l'avenir du journalisme, en fait. Les gens se rendent compte, enfin, il y a énormément de gens qui se sont rendus compte, notamment avec la crise Covid, et puis maintenant avec... Enfin, c'est de plus en plus flagrant que les médias traditionnels ont du mal, en fait, à cerner, que ce soit volontaire ou involontaire, les préoccupations des lecteurs, en fait. J'ai l'impression que parfois, ils écrivent plus pour leurs actionnaires que pour leurs lecteurs. On l'a vu pendant le Covid, enfin, c'était... Ouais, ils cherchaient pas à donner l'information, à trouver la vérité. Ils cherchaient à diriger la population dans un certain sens pour qu'elle obéisse au gouvernement. Donc, quelque part, c'était de la propagande, en fait. Et je pense que les gens ne sont plus dupes, en fait. Surtout maintenant qu'il y a énormément de gens qui se prétendent journalistes avec les réseaux sociaux, c'est facile maintenant de créer son blog ou pardon, sa chaîne de podcast ou sa chaîne YouTube et de se prétendre journaliste, en fait. Donc, je pense que les gens sont devenus beaucoup plus exigeants sur la qualité du travail qui leur est proposé et du traitement de l'information qui leur est proposé. Et d'ailleurs, il est possible aussi que ce phénomène d'allégeance au pouvoir vienne du fait que finalement ceux qui accordent de l'intérêt et qui croient à 100% à ce que disent les médias traditionnels, c'est surtout les gouvernants et les politiciens et enfin, les gens qui sont vraiment institutionnalisés. Enfin, c'est leur premier public, disons. Euh, donc, oui, je pense que le journalisme va devoir se remettre en question déjà, et puis s'indépendantiser pour s'affranchir de tous ceux qui ne sont pas leurs lecteurs, en fait, euh, pour s'ils veulent survivre, parce qu'on voit qu'il y a une baisse des abonnements, notamment sur les journaux papier. Euh, il y a énormément de gens qui sont très en colère contre. Alors, à nouveau, c'est pas la majorité, mais ça dit quelque chose de notre époque et de notre société. Il faut absolument entendre ce cri du cœur, et puis pas simplement se défendre. Parce que je vois beaucoup de mes collègues qui sont en fait, quand on leur reproche, alors moi je ne les ai pas épargnés, hein, c'est aussi pour ça que je suis assez étonnée d'avoir encore leur soutien, parce que j'ai fait pas mal d'articles pour en fait dire ce que je pensais du journalisme actuellement. Notamment un article qui s'appelle le journalisme, une victime consentante de la crise.
et où j'interrogeais des rédacteurs en chef, et puis où je relatais en fait ce que j'avais vu de mon expérience dans les rédactions lambda pendant cette crise Covid, dont plein de choses complètement délirantes. Et en fait, quand on les met face à face au fait accompli, ils sont en mode défense en fait. Mais on a fait on n'est pas dans l'échange et puis dans la réflexion, c'est dans la défense en fait. Ils se braquent. Donc c'est compliqué quand même Ils ont été pendant tellement longtemps placés sur un piédestal, ces journalistes traditionnels, je trouve. Voilà, enfin, les gens de la RTS, par exemple, c'est eux qui apportent la vérité au public. Donc, ils se sentent un peu intouchables, beaucoup. Et puis, je pense que cette crise, notre époque est en train de leur prouver qu'ils ne le sont pas, et puis ça les fait un peu paniquer, peut-être. Donc, voilà. Peut-être qu'ils devraient tous aller consulter, enfin, commencer des psychanalyses pour essayer de voir comment réussir à se remettre en question sans complètement se laisser submerger par ça, mais parce que ça implique. Mais enfin voilà, je pense que le journalisme indépendant, c'est l'avenir du journalisme. Amel, merci beaucoup pour votre honnêteté, pour votre franchise, pour votre esprit et pour votre parole pétillante. Et merci de nous avoir. Au fond, derrière, il y a aussi mes élèves, vos lecteurs. Et merci de nous avoir accordé votre temps. C'était Je vous en prie, merci à vous. très enrichissant et très pédagogique. Merci. Et en fait, j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne route, un bon chemin. Merci. Avec tout le développement nécessaire pour votre entreprise pour qu'elle devienne durable et aussi stable, que ça puisse Merci beaucoup. devenir un journal de référence. Oui, c'est tout le mal que je me souhaite également. Il y a encore beaucoup de boulot, hein, comme vous avez pu le constater. Je ne suis pas du tout encore prête, mais ça viendra peut-être. Merci à vous aussi pour votre intérêt pour l'impertinent. Puis je suis ravie de pouvoir m'exprimer devant plus ou moins devant la jeunesse, les futurs journalistes de demain peut-être. C'est un bon exemple, celui que vous nous donnez. Ah, c'est gentil. Merci Amel, je vous souhaite encore une bonne journée.